bonjour à tous. Effectivement, moi je suis un peu l'électron libre ici, infectiologue, mais je vais surtout parler de médecine environnementale qui est vraiment intégrée dans la médecine intégrative. Et donc j'ai aussi créé des associations qui s'occupent de ce domaine-là, notamment celle Santé Environnement 06. Donc vous voyez le très joli logo Une seule santé, avec un petit peu l'animal, un peu d'homme, un peu d'environnement. Je veux remercier vraiment les organisateurs et notamment Audrey pour cette logistique absolument impeccable. Et je vous préviens, le topo sera beaucoup plus terre à terre que celui que vous avez entendu précédemment. Impeccable. Donc, je vais commencer parce que je me suis interrogée sur le périmètre de ma présentation et je me suis dit que même si on en avait parlé un petit peu ensemble, il fallait quand même que je vous partage des petites interrogations sur les définitions. Alors, celle de la santé mentale de l'OMS de 2004, la seule chose qui m'a interpellée, encore une fois en tant que non-psychiatre, c'était qu'il était marqué qu'il fallait travailler avec des succès de manière productive. Donc l'homme est donc sur Terre pour travailler de façon productive. Moi, ça m'interpelle un peu, je préfère l'accomplissement. Et l'autre chose, c'est être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Ça existe la communauté aujourd'hui en France. Quand on parle de communauté, c'est toujours avec une connotation négative. Il y a beaucoup de gens qui parlent de communauté, moi j'adore ce mot, hein. Ça veut dire valeur partagée, vision, racine, mais en réalité ça n'existe plus la communauté. Dans la santé mentale positive, il y a aussi quelque chose qui m'a interpellée, même si c'est quand même plutôt un petit peu mieux, c'est qu'on demande que l'individu mobilise de manière cohérente ses propres ressources. Donc il y a une espèce d'injonction au fait que l'individu doit aller mieux parce qu'il fait un effort sur lui, alors que peut-être il n'est quand même pas responsable de ce qui y arrive, on va le voir. La deuxième partie de l'exposé, c'était sur l'environnement. C'est quoi l'environnement? Et bien en fait, ce qu'on dit, c'est que l'environnement, c'est ce qui n'est pas moi, ok? Mais alors c'est quoi? C'est ce à quoi je suis exposé. Vous connaissez sûrement la définition de l'exposome qui a été donnée en 2005 par Christopher Wilde. C'est en fait la totalité des expositions auxquelles un individu est soumis depuis sa conception jusqu'à sa mort. C'est quelque chose de complexe et de dynamique. Ça intègre beaucoup d'environnements physiques, chimiques, microbiologiques, récréatifs, etc., etc. et les événements psychosociaux. On décrit un exposome interne et externe. L'exposome externe, vous voyez, c'est les deux ronds verts et bleus. C'est en fait soit mon comportement, plutôt en vert, c'est ce que je mange, c'est comment je dors, c'est tout ça. Ça, c'est mes collègues qui vont en parler cet après-midi. Moi, je ne vais pas en parler, hein, c'est exprès. Et après, il y a l'environnement plutôt physique et commun, qui est en bleu, avec le climat, avec la pollution, avec tout ça. C'est plutôt ce dont je vais vous parler. Mais tout ça s'associe à notre exposome interne, c'est-à-dire nos mécanismes biologiques profonds, nos régulations, notre épigénétique, notre gène. Et en fait, là aussi, j'aimerais bien vous montrer par ce topo qu'on peut booster notre exposome interne pour lui permettre d'être plus réactif et plus capable de se débrouiller vis-à-vis de notre exposition externe. Ce qui est très important dans la définition de notre ami Christopher Wilde, c'est qu'il introduit cette notion de conception, vraiment toute cette période, et même on dit maintenant avant la conception, qu'il y a sans doute des choses qui sont déjà très importantes, et de période de vulnérabilité, c'est-à-dire qu'on n'est pas vulnérable de la même façon à des problématiques mentales tout au long de sa vie. Et vous voyez bien que tous ces événements se passent hors du champ de la médecine, donc je ne sais pas pourquoi on a demandé à des psychiatres de parler de tout ça, parce que franchement, ce n'est pas vraiment approprié. Alors, si on le remontre sous une autre façon, c'est simplement pour avoir des ordres de grandeur, hein, ce que je vous montre. Il ne faut pas le prendre au pied de la lettre, mais on sait globalement que dans les maladies générales, aujourd'hui, globales, plus larges que la santé mentale, on fait intervenir la génétique à peu près pour 5%. Mais en santé mentale, c'est plus. Notamment, on sait que anxiété, dépression, on va dire, il y a peut-être 30% par génétique, et puis dans certaines maladies psychotiques, il y a vraisemblablement encore beaucoup plus, jusqu'à 90%. Donc c'est très variable en ce qui concerne la santé mentale. Mais globalement, vous voyez qu'on évalue tout ce qui est conditions socio-économiques, comportement à plus de 50%, et les facteurs écosystémiques à peu près un quart des cas. Finalement, la santé et la santé mentale, vous le comprenez, sont très multifactorielles. Et moi, je propose une autre définition que biopsychosociale, parce que c'est un peu réducteur sur l'environnement. Donc j'aurais bien proposé une définition bio-environnementale ou bio-exposomale, puisque vous allez voir quand même que l'environnement physique est très important. On sait aujourd'hui que les déterminants environnementaux sont impliqués dans plus de 70% des maladies non transmissibles, mais l'intérêt, c'est qu'ils sont potentiellement modifiables. C'est ça l'intérêt, hein.
Et puis on sait aussi qu'il y a un lien fort entre les maladies psychiatriques et les maladies métaboliques, notamment l'obésité, le diabète, les risques cardiovasculaires. Et vous verrez pourquoi, c'est parce qu'ils partagent en fait les mêmes facteurs de risque environnementaux. Aujourd'hui, on ne l'a peut-être pas dit en introduction de cette journée, 1 milliard de personnes sur la planète sont atteintes de troubles mentaux, c'est-à-dire une personne sur 8. C'est donc un enjeu majeur de santé publique avec la prévention, la promotion et le soin. Alors moi, je vais vous parler essentiellement de la psychiatrie environnementale, c'est un domaine émergent, comment des expositions non génétiques influencent le neurodéveloppement, on ne va pas trop en parler, mais surtout les maladies psychiatriques. Et vous voyez qu'il y a toute une liste de ces facteurs, je ne vais pas tous les voir parce que je n'aurai pas le temps malheureusement, et je voudrais quand même vous poser une question. Déjà, est-ce que vous êtes convaincu de ça? Oui? Alors si vous êtes convaincu, expliquez-moi quelque chose. Je ne vais pas spolier la présentation de Delphine Tran cet après-midi, mais je voulais juste rappeler qu'il y a des recommandations nutritionnelles dans le traitement des syndromes dépressifs. Ça fait déjà plusieurs années qu'au niveau mondial et au niveau canadien, il y a écrit qu'il faut proposer aux patients qui ont ces troubles mentaux un régime méditerranéen, une supplémentation d'oméga 3, des méthylfolates, de la vitamine D, des probiotiques. Ça, c'est issu d'un essai SMILES qui avait montré 32% de rémission versus 8% chez les gens qui ne faisaient pas ça. Et on a à Marseille un spécialiste de la psychonutrition qui s'appelle Guillaume Font. Alors, parmi les psychiatres dans la salle, qui prescrit un régime méditerranéen et des supplémentations vitaminiques à ses patients? Voilà, donc je trouve que c'est intéressant, et c'est intéressant parce que ça fait déjà 5 ans quand même que c'est proposé, parce qu'en fait je pense qu'aujourd'hui les gens qui sont là pensent que c'est pas de la médecine. Et moi je voudrais vous montrer que l'environnement c'est de la médecine, voilà. Et qu'il faut vraiment qu'on s'attache à traiter les gens avec tous les moyens possibles. On l'a dit, la définition, hein, la médecine c'est tous les moyens possibles. Okay. Alors on va rentrer dans le dur, et je commence par la pollution atmosphérique et santé mentale. Est-ce que vous savez que 10 à 20% de la mortalité dans le monde aujourd'hui, c'est la pollution de l'air? D'accord? Plutôt par accident vasculaire, problème d'infarctus, problème de cancer du poumon, etc. Mais sur le plan de la santé mentale, vous allez voir qu'il y a des liens importants, et notamment là, je vous présente les polluants les plus identifiés, les PM2,5, donc les particules fines, le NO2, les oxydes d'azote, l'ozone, les métaux lourds. Je dirais un tout petit mot sur les métaux lourds, le plomb, le cadmium. Le cadmium, vous avez entendu parler, c'est très à la mode en ce moment. Oui, non? Et donc ce cadmium, il est présent notamment dans les céréales, les engrais phosphatés et le chocolat. Et il semblerait que ça s'accumule tout au long de notre vie et que les enfants soient particulièrement sensibles à ça, avec des problèmes cognitifs qui vont évoluer tout au long de leur vie. Mais je vais surtout m'intéresser aujourd'hui aux particules fines et notamment aux puffs. Qu'est-ce que c'est des puffs? C'est des particules ultra fines, celles qui font moins de 0,1 micromètre. Comme elles sont toutes petites, et ben elles diffusent partout, notamment via la barrière hémato-encéphalique, le placenta, partout. Et donc c'est ça qui aujourd'hui semble très dangereux. Elle est plus neurotoxique. Le problème c'est qu'elles ne sont pas encore réglementées, on n'a pas encore de seuil déterminé par l'OMS, et qu'il n'y a pas encore beaucoup de capteurs non plus. Alors je voudrais vous montrer cette très belle étude. Regardez un peu la dernière référence de Cannes en 2019. C'est lui qui a un peu montré l'importance de cette pollution. Et dans son étude qui a concerné 151 millions d'Américains et 1,4 million Danois, ils ont regardé où les gens avaient été élevés dans leur enfance et comment ils avaient des troubles mentaux à l'âge adulte. Et ils ont constaté des associations. Ils ne disent pas que c'est corrélation. Mais si vous êtes éduqué dans un milieu pollué, vous avez, quand vous êtes adulte, plus de 27% de troubles bipolaires, plus 68% de dépression, plus 210% de troubles de la personnalité. Ça fait réfléchir quand même. Hein. Alors, comment ça marche? Comment la pollution de l'air augmente le risque de maladies neuropsychiatriques? Eh bien, essentiellement par deux mécanismes, l'inflammation et le stress oxydatif. Alors, sur ce schéma, je ne sais pas si vous le voyez bien, on voit bien qu'il n'y a pas que les troubles de santé mentale que ça impacte. Ça impacte aussi les troubles du neurodéveloppement, les démences, les maladies neurodégénératives, les migraines, les épilepsies, tout ce genre de choses. Le cerveau, il est particulièrement à risque parce qu'il est baigné dans une atmosphère qui est bien sûr celle de notre corps, mais en plus il y a la lame criblée qui met tout en communication très vite au niveau de notre système respiratoire. Et là on voit sur ce schéma à côté que soit vous avez un stress pollution aiguë. Qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez sur cette petite ligne, celle la plus à gauche, à ce moment-là vous avez une neurotoxicité, un stress oxydatif qui vont se mettre en place.
Cette neurotoxicité va impacter les neurones et va donc être responsable d'une aggravation d'un état mental qui existait. Et quand vous avez tout à droite un stress chronique, et bien là, en fait, ça fait intervenir des mécanismes épigénétiques. Qu'est-ce que ça veut dire épigénétique? Ça veut dire que sur vos gènes, il y a une méthylation, par exemple, qui se fait et qui change la conformation du gène. Et donc là, ça va permettre la modification de la structure cérébrale et l'apparition de troubles mentaux. Tout ça a été bien détaillé. Une petite étude sur l'urbanisation qui me paraît intéressante, même si elle est un petit peu complexe. 151 000 patients, là aussi, au Royaume-Uni, qui ont montré qu'on peut déterminer des profils très spécifiques de certains facteurs qui impactent sur la santé mentale. Certaines personnes sont très sensibles à l'urbanisation, c'est-à-dire la densité de population, d'autres au transport dans la ville, j'en ai pas. Ça définit le premier profil qui est en jaune, qui est celui des troubles affectifs. Ensuite, vous avez des patients qui ont des personnalités anxieuses. Ceux-là, ils sont particulièrement sensibles à est-ce qu'il y a des espaces verts. Ensuite, vous avez un troisième type qui est celui de la labilité émotionnelle, qui sont un petit peu un mélange des deux. Ce qui est très passionnant dans cette étude, c'est qu'ils ont pu corréler tous ces facteurs avec une sensibilité génétique et montrer donc que l'urbanisation impactait les gens en fonction de différentes sensibilités génétiques et environnementales. Et puis, on a des études européennes, notamment, qui insistent sur l'importance du bruit, hein, on l'a dit. Et vous connaissez peut-être ces chiffres qui disent que si on est élevé en ville, on a 2 fois plus de risques d'avoir une schizophrénie et 3 fois plus de risques d'avoir un trouble du spectre autistique. Alors un petit mot positif quand même sur la nature, parce que la nature c'est très important. Je vous ai mis le syndrome du déficit de nature, je sais qu'il n'est pas validé par les psychiatres, mais je pense que c'est quand même quelque chose qu'il faut connaître. Dans les années 2005, il y a un journaliste qui s'appelle Richard Louv, qui a écrit un bouquin qui s'appelle The Last Child in the Woods, le dernier enfant dans les bois, pour expliquer que maintenant nos enfants, eh bien, ils n'allaient plus dans la nature. Et donc c'est tout un ensemble de manifestations psychologiques, physiques, comportementales qui montrent qu'on est complètement coupé du vivant, on vit dans des boîtes, dans notre maison, dans notre voiture, et finalement la nature nous fait peur, on ne la maîtrise plus du tout. Et cette étude de 2007 anglaise est aussi très intéressante. Aujourd'hui, un enfant de 8 ans, il a un périmètre de marche de 300 mètres. Son arrière-grand-père avait un périmètre de marche dans la nature de 10 km. Il allait pêcher dans les temps, il allait un petit peu se débrouiller, personne ne pistait avec les smartphones. Et tout ça, en fait, ça impacte sur le sens de l'émerveillement et sur les sens, c'est-à-dire l'odorat, le toucher, etc. Donc il y a plein de choses sur ce syndrome de déficit de nature qui me paraissent très intéressantes. En fait, il y a quand même une littérature robuste sur la nécessité d'accéder aux espaces verts pour aller mieux. Là, il y a vraiment des preuves solides. Je vous ai mis notamment l'étude du JAMA de 2018 qui a montré que si on fait 2 groupes de population, une où des friches qui sont dans des quartiers défavorisés, qui sont réaménagées en espaces verts, et où l'autre on laisse les friches, eh bien, il y a vraiment une différence importante dans les questionnaires de santé mentale entre les deux. Il y a un auteur qui s'appelle Antonelli qui a mesuré le cortisol quand on est dans la nature et qui a montré qu'au bout de 20 minutes, ça suffit pour avoir une baisse des hormones du stress. Donc vraiment, je vous encourage à faire des ordonnances vertes. Vous savez que c'est très simple, hein, vous écrivez sur un bout de papier, allez vous promener dans les bois 3 fois par semaine, voilà, c'est pas vérifié, personne ne va regarder, mais c'est comme ça aujourd'hui qu'on incite à faire des interventions dans la nature et c'est très important. Et puis tout à l'heure, on parlait de l'animal, et il n'y a pas encore grand-chose dans les études sur l'animal, mais effectivement, de plus en plus, on sait que le rôle de l'animal dans la santé unique, dans la santé globale, est vraiment très intéressant. Bon, là, je suis désolée, c'est le côté un peu plombant de la présentation. Climat et éco-anxiété. Peut-être que vous savez que la France se réchauffe de 1 degré plus vite que la moyenne mondiale, et que PACA se réchauffe de 1,5 degré encore plus vite que la moyenne nationale. Donc nous sommes sur une région très à risque. On a notamment augmenté nos nuits tropicales de 20% ces dernières années, avec un risque vraiment important pour la santé mentale des gens. On sait par exemple que quand il y a des vagues de chaleur, eh ben, ça modifie l'humeur, ça augmente le passage aux urgences psychiatriques, ça augmente les risques de psychose de 6% et de suicide. Chaque degré de plus augmente les risques de suicide. Il y a un effet cumulatif des canicules sur les troubles du sommeil, la décompensation des troubles et beaucoup d'effets qu'on qualifie d'indirects, notamment l'éco-anxiété chez les jeunes, pratiquement 60%, 18% chez les jeunes de risque de dépression. Enfin, pour moi, tous ces gens-là, ils ont raison, hein, parce que c'est plutôt les autres qui n'ont pas peur, qui sont dans le déni. Et puis, il y a aussi le stress post-traumatique, notamment après des catastrophes climatiques, qui touche 30 à 40% des gens. Vous avez beaucoup d'études qui sont extrêmement fournies, détaillées, notamment, je vous propose de regarder celle de Liu,
qui fait une méta-analyse de 53 études et qui prouve bien ce rôle du climat et de l'auto-anxiété. Le changement climatique est donc désormais reconnu comme un déterminant majeur de la santé mentale mondiale. Bon, je vais être obligée d'aller un petit peu plus vite, notamment environnement social et inégalité, mais je voulais quand même insister sur la précarité résidentielle, les problèmes de logement, avec le stress chronique. Vous savez qu'à Nice, notamment, on est en déficit de logements sociaux, 26 000 demandes en attente, donc je ne vois pas trop comment on peut aider les gens. Le problème de la justice différentielle, selon que vous soyez grand ou misérable, on ne se traite pas pareil, vous savez, on le voit tous les jours à la télé. La pression professionnelle et scolaire et l'isolement social. Alors l'isolement social, c'est un problème de nos sociétés, mais il y a aussi ce qu'on appelle la modélisation sociale. Par exemple, quand les médias nous détaillent absolument avec le menu comment un adolescent se suicide, eh bien on sait que dans les jours qui suivent, il y a beaucoup plus d'adolescents qui se suicident selon les mêmes modalités. C'est la modélisation sociale. Alors je voudrais insister sur un truc qui est le paradoxe de la santé mentale des pays riches. On pourrait penser que quand on est dans un pays riche, ça va mieux, mais en réalité ça va beaucoup moins bien, puisqu'il y a beaucoup plus de troubles mentaux dans les pays à revenus élevés que dans les pays à revenus intermédiaires. Certains disent que c'est parce qu'on fait mieux les diagnostics dans les pays riches, il y a peut-être moins de discrimination, mais en réalité, il y a sans doute beaucoup plus de pression, de compétition, d'isolement et d'hyperconnexion dans les pays riches. Donc on voit que les déterminants sociaux et environnementaux sont très importants. Je pense que dans les pays à revenus intermédiaires, il y a encore des communautés. La communauté, ça existe dans les pays à revenus intermédiaires. Un petit mot sur les réseaux sociaux et le numérique et la publicité. C'est très important aussi. Vous voyez, quand on met dans les mains d'un jeune homme ou d'une jeune fille des images de beauté un petit peu difficiles à atteindre avec ces réseaux dans lesquels il y a bien sûr ces objectifs irréalistes, il y a les influenceurs qui vous expliquent que oui, tu vas y arriver, tu vas voir. Et ça met en place des processus psychologiques dans le mental de ces jeunes, notamment l'insatisfaction corporelle, une faible estime de soi, ce qu'on appelle le FOMO, c'est Fear of Missing Out, ça veut dire je ne veux pas perdre quelque chose qui aurait pu se passer pendant que je ne regardais pas les réseaux sociaux. Du coup, on ne dort pas, il y a du cyberharcèlement, et tout ça aboutit à l'anxiété, la dépression et les troubles alimentaires. Donc j'espère vraiment qu'on va arriver à légiférer sur les réseaux sociaux et les interdire avant l'âge de 16 ans. Un tout petit mot sur les perturbateurs endocriniens qui interfèrent, vous savez, avec nos hormones. Or, nos hormones sexuelles, elles sont très importantes dans la maturation cérébrale, parce que notamment elles régulent la synaptogénèse, la plasticité cérébrale, la régulation émotionnelle. Et donc il y a beaucoup d'études aujourd'hui, notamment des études de cohorte longitudinales chez l'homme, qui montrent l'importance de certains perturbateurs endocriniens. Par exemple, le bisphénol A, vous savez, ça a été retiré des biberons il y a une quinzaine d'années pour être remplacé par le bisphénol S, tout aussi toxique, mais que pour l'instant on n'a pas encore étudié. Et donc ça donne des troubles anxieux, une hyperactivité chez les enfants, des problèmes de comportement. Les phtalates, ça se trouve par exemple dans tous les plastiques, dans tous les cosmétiques, dans tous les vêtements techniques. Voilà. Et ça, c'est malheureusement lié aussi avec le TDAH et l'agressivité. Toutes ces expositions, elles sont particulièrement dangereuses dans la période prénatale, donc la grossesse, mais aussi dans la petite enfance, biberon notamment, etc. Enfants nourris avec de l'alimentation réchauffée au micro-ondes dans des plastiques, etc., etc. Donc il y a de plus en plus de littérature là-dessus, je pense que c'est quelque chose d'avenir. Je vais juste citer microplastique et santé mentale parce qu'il n'y a pas encore beaucoup d'études en clinique. Il y a pas mal d'études de modèles animaux et au niveau cellulaire, mais vous le savez, les microplastiques ils passent dans le cerveau et malheureusement, vraisemblablement, ça va aussi donner lieu à une belle recherche concernant ça. Alors un petit mot sur le stress. Stress, c'est un mot valise, je ne vais pas détailler ça, en plus je ne suis pas spécialiste vraiment, mais je voulais quand même insister sur le stress dans l'enfance, parce qu'il y a une étude magnifique qui date de 98 de Felitti, qui montre comment ça se passe, l'Adverse Childhood Experience. Qu'est-ce qui se passe quand un enfant a de la violence à la maison, des abus sexuels ou psychologiques, ou alors éventuellement des problèmes de négligence, c'est la négligence, le parent ne te regarde pas, ne te répond pas, voilà, ça c'est vraiment très très important. Et on s'est rendu compte que ces enfants qui avaient un score de stress précoce qui était important, il y avait plus de TS, d'addiction, de dépression, de troubles anxieux. Un tout petit mot sur les catastrophes, bien sûr, les guerres, la Covid, etc. Eh bien, dans le monde, on a très bien étudié ça avec la Covid et on a montré que la Covid avait donné lieu à plus 25% d'anxiété et 28% de dépression, avec notamment des jeunes femmes, des précarités économiques, des confinements. L'art, on l'a vu déjà, est quelque chose de très protecteur. Alors un tout petit mot sur le mécanisme physiologique et comment ça marche en fait. Je vais aller vite, mais je demande deux minutes de moi.
Alors, tout commence par le microbiote. Le microbiote, c'est la base, c'est celui qui nous fabrique des tas de choses. Et le microbiote, il a des souches de bactéries très performantes qui aiment fermenter les fibres. Et à partir de la fermentation des fibres, elles vont fabriquer des acides gras à chaîne courte, le butyrate, le propionate, etc., qui sont des protecteurs anti-inflammatoires et qui favorisent la production des neuromédiateurs et par le biais de l'axe intestin-cerveau. Donc il faut manger des fibres. C'est comme ça qu'on est en bonne santé. Donc le végétal. L'épigénétique, on l'a vu tout à l'heure, ça a une influence majeure. L'axe psycho-neuro-hormono-immunologique, c'est aussi extrêmement important, comment nos émotions agissent sur nos hormones et notre immunité. Tout ça, ça passe par des tas de mécanismes que j'ai un petit peu détaillés, la neuroinflammation, le stress oxydatif, etc. Donc vous voyez qu'on comprend très bien aujourd'hui comment tout ça passe sur le plan physiopathologique. Alors, quelles sont les implications pour la pratique clinique? Parce que là, je vous ai donné des tas de listes. Alors maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, c'est compliqué, parce que pour l'instant, c'est quand même émergent, on ne sait pas très bien. Moi, je pense qu'il faudrait essayer d'intégrer l'environnement dans l'anamnèse des gens. C'est complexe, il y a des effets cocktails, c'est dynamique. Ce qu'on a fait il y a 20 ans, on s'en souvient peut-être pas, mais petit à petit, on va quand même enrichir des questionnaires pour faire ça mieux. Il y a des perspectives de recherche avec une vision interdisciplinaire. Il faut que tous les gens travaillent ensemble pour comprendre comment ça se passe, l'urbanisme, santé publique, etc. Et puis peut-être définir la notion d'exposome mental. Je vous ai parlé de la définition globale de l'exposome, mais l'exposome mental, moi je trouve passionnant aujourd'hui cette idée de trajectoire. Comment se passe la santé mentale? Ça commence par un événement, souvent peut-être d'ordre psychosocial, une séparation de la maman du papa, un deuil. À partir de là, vous avez une exposition à la précarité, parce qu'il n'y a plus qu'un des deux parents qui s'occupe de vous. Et puis du coup, vous habitez dans un logement social qui n'est pas terrible, donc du coup, il y a la pollution atmosphérique. Et du coup, vous n'avez pas non plus l'argent pour manger. Et tous ces facteurs-là, ils vont déterminer tous ces facteurs environnementaux qui vont mener à la maladie mentale. Donc c'est important de relier environnement, comportement, santé mentale. Il y a pas mal de projets européens aujourd'hui sur l'exposome mental, je ne les détaille pas. Et puis, je voudrais quand même expliquer que tout ça, c'est avant tout politique. Nous, les médecins, on n'a pas grand-chose peut-être comme poids là-dedans. C'est les gouvernements, les agences de santé, les municipalités, les industriels. En général, on nous met toujours en avant le problème économique pour ne pas faire ce qu'il faut sur le plan de l'environnement. Mais c'est une mauvaise idée, parce que quand on fait le calcul des coûts de société, des coûts en maladie, c'est pas les mêmes qui payent, on est d'accord, etc., on voit bien que c'est plutôt en balance des bonnes propositions. C'est aussi une façon de diluer les responsabilités. Je vous ai montré plein de choses. Donc, qui est responsable, qui doit faire le job, on ne sait pas très bien, mais je pense que c'est une question on va dire, de responsabilité mentale et morale. Moi, je vois des objectifs prioritaires, sans doute la parentalité, la bulle des 1000 jours, c'est extrêmement important. On a vu l'importance de l'enfance. La lutte contre la pauvreté, Nice est une ville pauvre, 21% de pauvres, données INSEE, donc c'est très important, 14% à la moyenne des villes françaises, donc il faut lutter contre ça. J'adore un auteur qui s'appelle Édouard Louis, qui est un très bel écrivain et qui dit « La pauvreté est une prison ». Je pense qu'il a raison. Il faut essayer de mettre en place une société bienveillante et inclusive, par exemple la méditation à l'école, il y a beaucoup d'essais là-dessus qui montrent que ça marche très bien. Et puis, il faut réduire les pollutions et lutter contre les modifications climatiques de façon objective. Donc c'est une discipline, un champ de recherche récent. Si l'environnement influence notre santé mentale, la solution principale passe par l'amélioration de l'environnement, on est bien d'accord, c'est pas par des médicaments, c'est pas par des choses comme ça. Si on fait ça, on admet qu'il y a des co-bénéfices santé-environnement et on se fait les agents de la prévention universelle. Je ne suis pas d'accord avec le fait, j'ai entendu tout à l'heure que la prévention doit être ciblée. La prévention, elle est universelle. C'est bon pour tout le monde de faire du sport, c'est bon pour tout le monde de manger végétal, c'est bon pour tout le monde de gérer son stress. Donc ça, c'est de la prévention universelle. Et pour finir, je voudrais qu'on crée une nouvelle définition, parce que vous avez vu, moi, la santé mentale positive, je trouve que c'est un peu l'injonction quand même. Pourquoi pas créer une santé collaborative? Pour moi, la santé publique, elle n'existe pas, parce qu'on ne l'entend pas. Santé collaborative, ce serait celle de toutes les parties prenantes, ceux qui sont responsables et qui vraiment se mettent autour de la table pour essayer d'améliorer la santé mentale des gens. Ça, c'est ma dernière diapo, parce que nous, à l'ONCNC, avec le département de médecine intégrative, on fait une journée aussi consacrée à la santé mentale plutôt des adolescents, et je vous invite, si vous êtes d'accord, à venir le 30 mai à la Maison des Associations. Merci. Merci beaucoup, Madame Mondin, pour cette présentation très instructive. Alors, on va passer rapidement aux questions. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Parfait. Oui. Donc, vous avez parlé du régime mais connaît-il les cétones, l'alimentation cétogène
et le jeune intermittent ou pas, qui quand même... Oui, alors moi c'est vrai que c'est des questions intéressantes. Je voudrais plutôt donner un message un peu universel. Le régime méditerranéen, c'est vraiment ce qui peut marcher pour plein de gens. Après, le régime cétogène, il y a quelques études, mais il est assez déséquilibré. Le jeûne, c'est intéressant. On peut effectivement, de toute façon, tous, on mange trop. Donc, on peut très bien se dire que pendant quelques jours, on va essayer de jeûner pour voir comment notre corps diminue son inflammation pas grave, améliore un petit peu sa clarté, sa clairvoyance. Je trouve que ça peut être des études qui sont intéressantes. Il y en a pas mal. Mais en santé mentale, je ne suis pas sûre qu'il y ait des grandes études cliniques longitudinales avec beaucoup de patients inclus. Bien entendu, ça n'intéresse pas les laboratoires. Tout à fait. Mais ça intéresse quand même beaucoup de monde. Hein. Il y a des études, il y a des cliniques privées à droite à gauche qui ont tout à fait envie de faire ce genre de choses. Le problème, c'est que c'est quand même très onéreux. C'est une médecine à 2 vitesses. Quand vous voulez faire du jeûne, ça vous coûte un pognon de dingue. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, globalement, c'est quand même... voilà, c'est pas toujours facile d'accès. Et effectivement, il n'y a pas de protocole encadré ici pour voir comment le jeûne peut être intéressant. Mais je partage votre avis, hein, notamment dans les maladies inflammatoires comme les fibromyalgies ou ce genre de choses. Il y a quand même l'obésité, le diabète, il y a beaucoup de choses sur le jeûne. Bonjour, merci beaucoup. Quand vous proposez d'intégrer l'exposition ou l'exposome dans l'anamnèse, quelles questions simples vous recommanderiez aux cliniciens que nous sommes de poser à nos patients? Et alors, toute la difficulté est là. Simplement, je ne veux pas faire la pub pour notre projet, mais là, on est en train de finaliser un projet qu'on appelle Mon Exposome. C'est un lien Internet dans lequel il y a tout un questionnaire. Alors, il est forcément adapté à la possibilité de répondre. Hein. On ne peut pas faire 10 pages. Une page, c'est très réducteur, donc on a fait une cote mal taillée de 3-4 pages, dans lequel on essaye de faire prendre conscience aux personnes de l'impact vraiment de l'environnement. Alors il y a des questions sur l'alimentation, des questions sur les cosmétiques, des questions sur leur activité, voilà. Il y a plein de choses. Peut-être que ça pourra, enfin, notre envie, c'est que ça puisse être un outil que toutes les spécialités médicales pourront utiliser pour aider à comprendre quelle est l'exposition des patients. Mais en gros, je dirais, s'il y a 3 questions, c'est comment vous vous nourrissez, comment vous dormez et est-ce que vous bougez. Oui. Voilà. Bonjour, j'ai 2 questions, si vous me permettez. Ma première question, c'est quel est le rôle de la microbio? Par exemple, je ne parle pas de la microbio elle-même au niveau des intestins, plutôt, je parle des microbes. Est-ce qu'ils ont fait une relation entre des microbes et, par exemple, je ne sais pas, un virus qui peut engendrer des troubles mentaux, ou une bactérie, ou un parasite, ou n'importe quoi? Donc vous êtes infectiologue, vous êtes limité? Disons que de façon un peu anecdotique, il y a des choses qui disent que quand on est affecté par du toxoplasme, on peut avoir des maladies mentales, psychiatriques, qui font que peut-être effectivement ce parasite peut avoir un lien. Après, vous avez toutes les maladies virales qui vont donner des pathologies post-virales comme le Covid long, dans le Lyme chronique, tout ce genre de choses où les interactions sont vraiment vraisemblablement très ténues entre l'organique et le psychologique. Voilà. Mais après, sinon, tout ce que je peux vous dire, c'est que dans le microbiote, il y a quand même des souches hautement protectrices et que l'idée, c'est avant tout de développer ces souches protectrices. La deuxième, ça va être bref. Est-ce que, parce que j'ai vu dernièrement que, je parle un petit peu de l'environnement, que les personnes nées aveugles sont immunisées de la schizophrénie. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne sais pas. Oui, bonjour. Juste, vous l'avez souligné, il y a des périodes extrêmement sensibles, c'est les premiers temps du développement embryonnaire, la période des 3 premiers mois essentiels avec le neurodéveloppement est décisif pour l'émergence des troubles. On parle beaucoup des 1000 premiers jours du bébé, mais est-ce qu'il ne devrait y pas avoir des décisions plus politiques, plus importantes sur justement le tout début de la grossesse? Parce qu'il me semble que cette période, elle passe sous les radars, et c'est elle qui est la plus déterminante, paradoxalement, et non pas par la suite. Alors, est-ce qu'il y a des actions, du lobbying Alors, des actions politiques, je ne sais pas, mais je sais que les définitions sont en train de changer, avec notamment l'intégration de toute la période antéconceptionnelle à cette approche de la bulle des 1000 jours, où on irait avant la conception. Ce qui veut dire que le couple doit quand même s'organiser un petit peu pour savoir se décider. Est-ce que je veux un enfant dans 6 mois, etc. Mais à partir du moment où on a pris une décision, ce qui aujourd'hui est assez souvent le cas,
effectivement sensibiliser les parents avant la conception. Ce serait aussi la consultation en gynéco, la première, au moment de la déclaration de grossesse, qu'il pourrait y avoir un dispositif à ce moment-là. Parce que pour les maladies mentales et bien malheureusement d'autres troubles, c'est là que ça va se jouer. Donc au moment de la déclaration de grossesse, peut-être la mise en place. Oui, totalement. Moi, je pense que c'est vraiment là qu'il faut développer toutes les mesures de santé publique. Vraiment, il faut les mettre en place ici. La parole. Pour qu'il n'y ait pas de confusion, les 1000 premiers jours intègrent depuis la conception. C'est jusqu'à 2 ans. Oui. Donc après, les programmes avancent là-dessus et effectivement, il y avait des données pour il ne se passe pas grand-chose en termes au moment de la déclaration de grossesse. Tout va se mettre en place. Je parle de quelque chose vraiment d'encadré, d'un dispositif vraiment quasi législatif quoi, pour accompagner la déclaration de grossesse de couple. Bon, effectivement, c'est totalement organisé, en principe, dans les maisons des 1000 premiers jours, et c'est légal, et c'est une consultation qui, normalement, doit faire de la prévention et de la promotion de la santé, parler d'environnement et justement évoquer tous ces sujets. Alors, c'est pas encore totalement... Non, mais on est d'accord, tout le monde n'est pas encore à ce stade-là, mais c'est prévu. Comme vous l'avez dit, c'est dans les 1000 premiers jours, c'est avant la conception, jusqu'aux 2 ans d'enfant. Alors maintenant, c'est comme toute nouvelle mesure, il faut que ça s'organise et que ça se mette en place, peut-être beaucoup mieux, mais c'est prévu. Mais les enjeux sont tellement importants qu'il me semble qu'il faut que ça bénéficie à tout le monde et pas à ceux qui vont dans les maisons du premiers jours. J'ai assisté à une conférence au congrès de psychiatrie cette année sur des molécules qui avaient été développées un peu avec des plantes, un peu d'origine de phytothérapie. Ils ont parlé du safran et du rhodiol. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou présenter ça comme... Oui, totalement. Nous, on a mis en place un DU de phytoaromathérapie à la fac, donc moi j'utilise beaucoup la phyto. Et effectivement, que ce soit le millepertuis, il y a pas mal de contre-indications médicamenteuses. Le safran, qui est une super plante antidépressive, ou toutes les plantes adaptogènes comme la rhodiola ou le terrocoque, etc. Oui, c'est des outils que personnellement, moi j'utilise beaucoup. Et dans les recommandations aussi nationales et internationales, surtout internationales d'ailleurs, parce que les Allemands font beaucoup plus que ça et les Canadiens, eh bien, il y a vraiment toute la place pour ces produits d'origine phytothérapie. En disant que le rhodiol pouvait avoir des propriétés antidépressives, anti-inflammatoires, mais surtout anti-inflammatoires, mais peut-être antidépressives, anti-anxiété, qui étaient presque aussi efficaces que certains ISRS. Oui. Alors c'est surtout dans la littérature, ce qui arrive en tête, c'est plutôt le safran. La rhodiole, c'est aussi une ressource qui est en train de s'épuiser sur le plan environnemental. Il n'y en a plus beaucoup. Donc moi, je privilégie beaucoup le safran. Bonjour et merci pour votre intervention. Je vous préviens aussi, je ne suis pas du tout en médecine. Moi, j'ai une formation en sciences humaines. Donc voilà. Je vais plutôt m'intéresser à la dimension sociale de la chose. Et en fait, c'est plutôt une réflexion qu'une question que j'aimerais vous partager. Je me demande en fait comment on peut envisager un vivre ensemble efficace dans un monde où du coup, on voit que le climat est tel qu'il est, on va probablement se mélanger davantage, se retrouver dans des espaces plus restreints, avec des exposomes externes, si j'ai bien compris, donc qui diffèrent aussi pour chacun, parce que ce qui est du bruit pour quelqu'un n'en est pas pour d'autres aussi. Et donc voilà, je m'interroge comme ça, comment en fait partager des espaces communs avec des personnes qui ont des besoins différents, voilà. Je ne sais pas trop répondre peut-être à cette question, mais je vous remercie de l'avoir posée parce que je voulais quand même insister sur le fait que je trouve que les médecins sont d'une façon générale dans un certain déni et une dissonance cognitive. Nous sommes des sachants, nous savons tout ça globalement, vous le savez, et on n'est pas dans la rue tous les matins pour essayer de composer avec nos gouvernants qui malheureusement n'ont pas la même vision. Donc effectivement, moi je m'intéresse beaucoup à la santé mentale des soignants, je pense qu'il faudrait qu'ils fassent attention à l'heure. Mais en dehors de ça, voilà. Nous allons passer